Flocking. Alors cet exercice porte sur les essaims de robots. Flocking signifie nuée. C'est souvent utilisé lorsqu'on a des nuées d'oiseaux ou un comportement qu'on pourrait appeler aussi swarm ou essaim. Donc en français, on va plutôt employer le mot essaim. On a ici 20 robots, mais on peut imaginer que M, cette quantité, est très grande. Et tous ces robots sont décrits par des équations d'état de la forme suivante. Alors, ici, il s'agit des équations de type voiture de Dobbins. Le vecteur d'état, c'est x, y, θ. X, y, c'est la position, θ, c'est le cap. Alors, je vais essayer de représenter ça sous cette forme. Ici, on a le robot qu'on va pouvoir appeler le robot numéro I. Ce robot, bon, il a un centre. Ici, vous avez xi, les coordonnées du centre. Ici, yi, donc xyi, la position. Et puis, on va avoir le cap du robot que je vais appeler θi. Donc, le vecteur d'état x, c'est égal à la position x, y, θ. Alors, ce robot est entouré d'autres robots qui ont à peu près le même comportement, ils ont les mêmes équations d'état. Donc je vais essayer de représenter ça. Ici un autre robot, ici un autre robot, etc. Alors, la question qu'on va se poser, c'est comment doit se comporter le robot numéro I en fonction des autres robots. Alors par exemple ici, celui-là, je vais l'appeler RJ, avec J différent de I, en fonction des autres robots, de façon à avoir un comportement d'essaim. Alors, pour ça, on va avoir ce qu'on appelle les lois de Reynolds. Alors, les lois de Reynolds nous disent que si les trois lois sont satisfaites, alors on aura un comportement d'essaim. Alors, il y a la séparation, ou la répulsion en champ proche, qui vous dit que si deux robots sont très proches l'un de l'autre, ils doivent se repousser. Ensuite, il y a l'alignement, qui vous dit que un robot doit essayer de s'aligner, avoir le même cap, la même direction que ses voisins les plus proches. Alors ici, les voisins les plus proches, on va considérer ils sont que 20, donc avoir le même alignement que les 20 autres. Donc on va essayer de faire une moyenne de l'alignement des autres et s'aligner en fonction de ça. Et puis il y a la cohésion, c'est-à-dire si un robot est loin des autres, il va essayer de s'en rapprocher. Mais attention, pas trop près, parce que la loi de séparation va nous engendrer une répulsion. Donc ça, c'est l'attraction, la cohésion, c'est l'attraction en champ lointain. Séparation, c'est la répulsion en champ proche. Et pour cela, bien sûr, on va utiliser une méthode de type potentiel. Alors, on a ici une figure qui illustre le comportement si on applique les lois de Reynolds. Et c'est ça qu'on va devoir réaliser ici. Alors, on a au tout début plein de robots complètement désorganisés. Ça constitue la configuration initiale. Alors, chacun essaye de se rapprocher des autres en premier lieu, et puis ensuite, peu à peu, ils vont s'organiser de façon à avoir tous, peu à peu, le même cap. Donc on voit qu'il y en a un qui est un peu en retard, qui va bien sûr essayer de rejoindre les autres, et ils ont tendance à tous s'aligner dans la même direction. Celui qui est devant, on sent quand même euh, il a envie d'être aligné dans le même sens que les autres, mais quand même il est attiré par le centre de l'essaim. Ce qui explique peut-être le fait qu'ici, il n'est pas aligné suivant le même cap que les autres. Donc c'est pour ça que si on a un comportement en essaim, on ne va pas forcément avoir tendance à aller en ligne droite, parce que le premier va vouloir retourner au centre de l'essaim. Alors dans cette configuration-là, que nous disent les lois de Reynolds? Premièrement, l'alignement.
Donc le robot RI voit ses proches voisins et comprend qu'il va avoir tendance à aller dans cette direction-là s'il cherche à s'aligner avec les autres, parce que cette direction-là, représentée en vert, c'est un compromis entre les directions des deux autres robots. Donc ça, c'est la loi d'alignement. D'un autre côté, il doit être attiré par les autres robots. Donc le barycentre des autres robots, ici, mettons qu'il soit là. Bon, je ne connais pas la configuration des autres robots, mais imaginons que le barycentre de tous les robots sont là. Alors ça pourrait être le cas si par exemple j'ai un autre robot qui est là. Alors dans ce cas-là, suivant le principe de cohésion, il va être attiré dans cette direction-là. Et enfin, il y a la répulsion qui nous dit attention, je suis proche de celui-là et de celui-là. Alors celui-là est lointain, donc peu importe. Donc je vais essayer d'aller. Alors la répulsion va m'engendrer une force dans ce sens-là. Alors on comprend bien que si j'ai un robot qui est loin, par exemple celui-là, alors celui-là, l'alignement va vouloir me le faire tourner suivant cette direction-là. Donc il va tourner dans cette direction-là. L'attraction va m'engendrer une volonté d'aller dans cette direction-là. Et puis la répulsion, si je suis loin, elle va être très faible. Donc je représente ici par une petite direction. Alors, je vais essayer de m'intéresser au robot I, représenté ici en rouge, et je vais essayer d'écrire le potentiel associé. Alors pour ça, je vais appeler P est égal à XY. C'est uniquement la position. Je ne m'intéresse pas au cap pour l'instant. Donc PI, XI, YI. Alors maintenant, que vaut ce potentiel VI? VI qu'il va falloir essayer de minimiser. Alors, je vais faire, imaginons qu'il y a un seul autre robot, le robot J. Je vais regarder la position I moins la position de J. Et puis, je vais le prendre au carré, par exemple, pour avoir une attraction quadratique. Et puis, je vais mettre un petit coefficient que je vais appeler alpha. Alors, comme j'ai plusieurs robots, je vais devoir faire la somme de tout ça. Et le potentiel va bien sûr être, qui est quadratique, va être grand lorsque je suis loin des autres robots. Et plus je suis proche, plus il va être faible. Et moi, ce que je vais essayer de faire, c'est de minimiser ce potentiel. Mais il y a aussi un autre terme qui est la répulsion. Donc, la répulsion, ça va être un autre coefficient que je vais appeler bêta, qui est aussi dans cette somme. Cette somme, c'est sur tous les j différents de i. Alors maintenant, je vais diviser ce par P de i, la norme de P de i moins P de j. Voilà. Donc ça, c'est le terme d'attraction. Attraction. Et puis ce deuxième terme, c'est le terme alors ce serait plutôt la cohésion. On pourrait l'appeler plutôt la cohésion, celui-là. Comme ça qu'on l'appelle suivant la loi de Reynolds. Cohésion. Et puis celui-là, c'est le terme de séparation. Alors attention, je ne m'intéresse pas ici à la direction, mais uniquement à deux des lois de Reynolds, cohésion et séparation. Pour le cap, on verra juste après. Alors, ce qui va se passer, c'est plus alpha sera grand, et plus mes robots vont s'attirer les uns les autres, et donc lorsqu'un robot est loin, sa seule priorité, ça va être de se rapprocher des autres. Mais si j'applique que ce terme de cohésion, ils vont se rentrer les uns dans les autres, donc ce terme-là,
si je me rends compte que mes robots ont tendance à se rentrer les uns dans les autres, s'il y a des collisions, il va falloir que j'augmente ce terme bêta. Alors pour appliquer une méthode de potentiel, il va falloir que je calcule le gradient relativement à P de i. Alors P de i, il intervient ici, il intervient là, et ce gradient, il vaut, alors je calcule dvi divisé par, enfin, sur d de P de i, donc le gradient de v. Je conserve donc cette somme qui concerne tout le monde, hein, j différent de i. Alors ici, ce terme quadratique devient un terme linéaire, le 2 de alpha, multiplié par P de i moins P de j. Donc voilà le gradient associé au premier terme de cohésion. Et puis ici, je vais avoir un terme de répulsion qui va être égal à moins bêta de P de i moins P de j transpose le tout divisé par la norme de P de i moins P de j. Donc voilà le gradient du deuxième terme. Et ça, bien sûr, ça a été vu lorsqu'on a vu puissance 3. Ça a été vu lorsqu'on a calculé les directions à suivre par la méthode des potentiels. Donc nous, ce qu'on doit essayer de suivre, c'est l'opposé de cette direction-là. Donc, on va, alors ça, si on n'a que la cohésion et la séparation. Donc, nous, la direction qu'on va essayer de suivre, ça va être, alors, la direction à suivre, ça va être moins d de v de i moins alors p de i, donc moins le gradient, avec bien sûr les termes alpha et bêta réglés, mais je dois aussi tenter de respecter la, la direction des autres robots. Donc ici, dans cette même somme, je vais devoir rajouter plus une autre somme pour tous les autres robots, le principe d'alignement, du vecteur cos θ j sin θ j. Donc si je suis aussi cette autre direction, ça va me faire respecter le principe d'alignement. Alors dans les équations d'état de nos robots, on peut remarquer que la vitesse est égale à 1 et je ne peux pas agir dessus. Je ne peux agir uniquement que sur θ i, que sur la direction. Donc ça veut dire que si un robot veut rejoindre la meute, il ne pourra pas se permettre d'aller plus vite pour essayer de rejoindre les autres. Tout va se passer uniquement sur la direction. Alors je vais essayer de programmer tout ça sur MATLAB. Je vais prendre un exemple. Alors je pars d'un exemple de ce programme-là où j'ai ici ma fonction d'évolution, donc assez classique. Initialisation pour me faire afficher en grand écran. Un pas dt assez faible pour la méthode de l'air. La condition initiale à 0. Ma boucle de simulation. Réglage des axes. Ici, je mets une entrée de 0,1, ce qui va me faire tourner normalement mon robot dans le sens direct, de façon assez lente. Ma boucle, enfin mon intégration parallèle, qui dit que l'état suivant c'est le précédent plus légèrement modifié par la fonction d'évolution. J'affiche mon robot et ça me donne voilà, un robot qui avance et qui tourne légèrement vers la gauche. Je vais donc commencer à partir de ce programme-là. Alors, tout d'abord, je vais avoir 20 robots, puisque c'est demandé dans l'énoncé, donc je prends 20 robots. Alors, le pas d'échantillonnage,
pour des raisons de temps de calcul, et que je suis en MATLAB, il va falloir quand même que je mette quelque chose de beaucoup plus gros. euh, donc par exemple, de 2 dixièmes de seconde. Maintenant ici, bah, il va falloir que j'initialise mon groupe, mon swarm, enfin le groupe de robots, par plusieurs conditions initiales. Alors là, je vais les prendre de façon aléatoire. Donc ça, je vais remplacer par une matrice X euh, qui aura 20 colonnes et 3 lignes. Donc je vais prendre ici random, normal. Alors je prends quelque chose de gaussien. Je vais faire 3 lignes et M colonnes. Et puis pour que ce soit bien dispersé, je vais par exemple multiplier tout ça par, je sais pas, 25, peu importe. En tout cas, ici, ils seront bien dispersés, de à peu près 25 mètres, plus ou moins 25 mètres, même au niveau du cap, puisque le cap, ça va, être ça va correspondre à la troisième ligne de ce vecteur x. Donc, cette matrice x va avoir pour chaque colonne le vecteur d'état du robot concerné, donc du JM robot, ou enfin du IM robot. Ensuite, une fois que j'ai fait cette condition initiale, alors ça je vais le conserver, et puis je vais devoir faire une boucle pour chacun de mes robots. Donc juste ici, je vais faire une boucle for i égale 1 jusqu'à m. Il va tous falloir les simuler. Je vais prendre ici x de... Alors, je prends une colonne. Alors, toutes les lignes, mais la ième colonne. Alors, septième colonne, je vais la modifier de cette façon-là, indépendamment des autres robots. Et puis ensuite, ici, je vais l'afficher de cette façon-là. Donc ici, ils vont tous tourner à gauche, mais bon, je vais mettre 0 pour éviter qu'ils tournent. Alors, ici, je vais faire end. Voilà ce que je mets dans ma boucle. Le draw now, je le mets bien évidemment à l'extérieur de la boucle pour qu'il affiche une fois que tout a été calculé pour chacun des robots. Je le lance. Voilà, ils vont tout droit, mais ils n'interagissent pas les uns par rapport aux autres. Donc je vais peut-être le lancer un peu plus longtemps pour qu'on voit un peu mieux ce qui se passe. Je le lance à nouveau. Ils vont tout droit comme prévu, mais ils n'interagissent pas. Si je veux tous les faire tourner sur la gauche, je mets ici 0,1 ou 0,2 peut-être pour qu'ils tournent un peu plus vite. Et voilà, ils sont tous en train de tourner sur la gauche. Mais ils n'interagissent pas entre eux. Je vais demander à tous mes robots de suivre une certaine direction. Donc la commande classique dans ce contexte, c'est d'utiliser la commande à Dancy, Sotos, où je vais lui donner un angle à suivre. Alors l'angle d'un vecteur que je vais appeler h, qui est la direction à suivre. Et puis ici, je vais prendre moins le cap. Alors le cap, c'est x de troisième ligne, i. Attention, parce que c'est le ième robot. Angle, alors il va falloir, pour ça, je crée un vecteur h, et si je veux, par exemple, qu'ils aillent tous vers le haut, je vais prendre h qui vaut 0, 1, alors 0, 1, de façon à ce qu'ils montent tous vers le haut. Je lance. On voit qu'ils n'interagissent pas, mais ils montent tous vers le haut. Alors si maintenant je veux qu'ils aillent au nord, mettons au nord-est, je vais rentrer ici un 1, et ils vont tous vers le nord-est. Voilà, donc là, c'est une fois que j'ai implémenté mon régulateur de bas niveau, mais bien évidemment, c'est les lois de Reynolds qui vont me dire vers quelle direction je dois aller.
Donc pour ça, le vecteur à suivre h va devenir une matrice, et une matrice qui va être une sorte de moyenne qui va dépendre des autres robots du fait de la somme que j'ai ici. Donc en effet, il y a une somme ici, une somme là. Donc ça va être une sorte de moyenne entre plusieurs directions qui va être influencée par les autres robots. Donc ici, je vais prendre h bar qui va être une moyenne. Et puis ici, je vais faire angle de h bar. Alors h bar, ça va être une moyenne d'un ensemble de directions. Et je vais tout ranger dans une matrice H. Et puis, je lui dis que c'est une moyenne suivant les colonnes. Donc, colonne, c'est numéro 2. Si ça avait été suivant les lignes, j'aurais mis un 1. Alors, maintenant, une fois que j'ai ça, je vais devoir faire initialiser ici, juste après, ma matrice H. Alors, H, au début, c'est les directions à suivre pour chacun de robots. Lors de l'initialisation, je vais prendre une matrice 0 qui a deux lignes, un ensemble de colonnes parce que ça résulte, alors combien je vais en avoir exactement. Alors comme i différent de j, je vais avoir m-1 colonne normalement, mais je vais avoir deux directions, comme on peut le voir ici. La première direction qui est liée à mon potentiel, alors qui va être ça c'est ce qui est la cohésion et la séparation issues du potentiel. Et puis la deuxième direction qui est issue de l'alignement. Voilà, je vais le décomposer en deux. Alors, ici, je vais donc mettre 2 fois m-1 direction. Et puis ici, je vais mettre un compteur de lignes, je vais l'appeler K, et je vais l'initialiser à 1. On va voir juste après pourquoi il va nous servir. Je vais faire une boucle pour tous les autres robots. For j égale 1 jusqu'à m. Et ce qui va m'intéresser, c'est uniquement la situation if i différent de j. Différent de j. Alors, le vecteur direction, le vecteur qui va être lié à l'alignement, ça va être un vecteur de dimension 2 qui va contenir le cos de, alors ici on l'avait déjà, bon, le cos de la troisième ligne jm colonne. Voilà. Et puis pareil avec le sinus. Alors ce vecteur v que je suis en train de faire ici, c'est celui qui intervenait ici dans cette somme que l'on voit ici. Cos θ, sin θj, alors bien sûr pour j différent de i. Ça c'est pour l'alignement. Alors, je vais les normaliser. Alors bon, ici celui-là est normalisé. Je vais faire ici, c'est h de 2 points, virgule k. Alors c'est une des directions à suivre. Ça va être égal à v. Et puis une fois que donc, ça exprime la volonté d'aller dans le sens de v pour le robot numéro i. Et puis ensuite, je passe à la colonne suivante, à la direction suivante. Alors ensuite, je vais avoir ces P de I, P de J que je vais appeler dans mon programme. Alors ceux-là, je vais les appeler
euh, dp. Alors, je- il intervient ici, puis il intervient ici. Bon, il intervient plusieurs fois. C'est pour ça que je le fais passer dans une variable intermédiaire. Donc maintenant, je suis en train de coder cette partie-là. Alors, dp égale. Alors, je reprends cet élément-là. Alors, 1 pour i. Et puis ici, je vais avoir moins 1 pour j. Et puis, je vais faire pareil pour la deuxième composante. Deuxième composante, voilà mon vecteur dp. Maintenant, la direction v à suivre. Ça va être un compromis de dp avec ici le coefficient alpha. Alors, le coefficient alpha, je vais mettre par moins 0,01. Alors, je rappelle, le coefficient alpha, c'est celui qui est là. Donc, attention, le 2, je l'ai supprimé, je l'ai rangé dans le alpha. Puis, je vais avoir après, pareil, pour le bêta. Donc, ici, multiplié par dp. Et pour le terme de répulsion, je vais avoir plus un coefficient. Alors que je vais prendre... bon, je ne sais pas trop comment les prendre. Je vais prendre ici... Alors, j'ai pris un alpha qui était très faible. En effet, comme il agit de façon quadratique... bon. Par contre, la répulsion, je vais plutôt prendre grand. Mettons 20, peu importe. Je pourrais l'agrandir si jamais ils ont tendance à se rentrer dedans. Pour qu'il soit significatif déjà à 2 ou 3 mètres. Donc multiplié par dp, divisé par... Alors ici, je vais avoir la norme de dp, et tout ça à la puissance 3. Euh, puissance 3. Voilà. Et puis ici, ce vecteur, je vais le normaliser. V est égal à V divisé par norme de V. Bon, de façon à ce qu'il ait un poids à peu près équivalent à celui issu du cap des autres robots, de l'alignement. Une fois que j'ai ça, je vais recopier cette ligne-là en disant que la H, c'est égal, donc de la km colonne, c'est égal à V. Ici, je termine pour le if et je termine ici pour le for. Je lance le programme. Il se regroupe. Alors on voit bien le premier qui a tourné. Alors je vais peut-être pas lancé assez longtemps. Je vais lancer peut-être 50. Ils sont attirés les uns par les autres. Alors là, il y a une collision. Alors pour bien comprendre l'intérêt des trois lois de Reynolds, je vais essayer par exemple de supprimer l'effet de l'alignement. Donc si ici je mets par exemple 0 fois V, comme ça il n'interviendra pas dans la moyenne. Si je fais ça, on voit bien, ils sont attirés les uns par les autres, ils vont se repousser, mais il n'y a absolument pas un comportement, ils ne respectent pas l'alignement, donc il y a un comportement complètement erratique et ils n'arrivent pas à évoluer suivant une direction commune. Donc ça, c'est pour montrer l'intérêt de la troisième loi de Reynolds sur l'alignement. Alors si maintenant je mets ici un 0, il n'y a plus d'attraction, ici je reviens, donc il y a l'alignement, la répulsion, mais il n'y a plus l'attraction. Si je lance ça, mais ils vont tous converger vers un cap commun, mais le groupe deviendra complètement éparpillé. Bon. Maintenant, je reviens. Alors, je vais donc
ici revenir avec ces quantités-là, et puis je vais essayer de supprimer la répulsion. Donc ici, je vais mettre un 0 à la place du 20. Alors, ils vont être attirés les uns par rapport aux autres, à peu près respecter le cap, mais on voit bien le phénomène qui se produit, c'est qu'il y a des collisions qui s'engendrent, ils vont tous se mettre plus ou moins en ligne, mais ils vont se concentrer en quasiment un seul point.